Julien. Voilà, c'est votre partition. Voilà, vous pouvez nous applaudir, merci. On est ému. Bien sûr, cette soirée elle est pour vous aussi, puisque vous pouvez échanger. Donc, si vous voulez poser des questions, intervenir, lever la main, n'hésitez pas. Mais peut-être qu'on peut poser la première question à Fabien sur l'origine du film, sur voilà, comment t'es venue l'idée. C'est vrai que cette histoire, elle est, je ne m'en cache pas du tout, elle est vraiment ancrée dans un moment de mon enfance. Et c'est à partir du moment où je me suis dit que je veux être réalisateur, là, mon premier réflexe a été de vouloir écrire quelque chose autour de cette histoire-là. Et finalement, ça m'a été bien compliqué. Et ça a mis presque plus de 25 ans avant de réussir à trouver à travers quelle ligne j'allais raconter cette histoire-là. Mais on a été, c'est le schéma de base du film, on a été famille d'accueil. On a accueilli un petit garçon qui est arrivé à 18 mois, qui est reparti à 6 ans, c'est ce que je raconte dans le film. Et après, je suis allé chercher d'autres histoires, je suis allé écouter d'autres témoignages. Après mon premier long métrage, Diana les épaules, qui est sorti en 2017, qui au fond raconte l'histoire d'une femme qui porte un enfant pour d'autres à travers l'histoire de GPA. Je savais que j'étais en train de faire un pas de côté sur cette histoire-là. J'ai été très encouragé par ma productrice Marine Dubas à mettre le nez dedans, comme elle me disait, et aller ressortir un des essais de scénario que j'avais fait. Et puis voilà, en entendant une histoire en fait qui correspond à celle du petit garçon dans le film, et du coup de ce père, où j'ai eu ce sentiment qu'il y avait quelque chose de plus juste pour moi à greffer cette histoire-là à la mienne, parce que j'allais me retrouver dans une situation où il n'y avait pas d'antagonisme, où ça allait être une histoire sur le débordement d'amour et pas sur le manque d'amour. Et que ça me paraissait beaucoup plus juste. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi ça me paraissait juste, enfin c'était évident qu'il fallait que j'aille par là. Je pense que, en fait, c'est à force de faire, j'ai fait comme quelques avant-premières, de discuter avec les gens, je pense qu'il y a quelque chose dans cette histoire-là qui m'a permis de raccorder avec le sentiment que moi j'avais enfant de cette histoire. Parce que quand j'ai grandi, quand j'ai appris la réalité de toute cette histoire, elle n'était pas tout à fait celle que je m'étais racontée. Donc je suis allé chercher dans le réel aujourd'hui une histoire qui me permettait en fait de raccorder avec mon sentiment d'enfant. Et c'est toute cette matière-là et ce pont-là qui m'a permis d'aller au bout de cette histoire-là. Et puis il était question d'essayer d'être sûr que je pouvais me détacher assez de mon histoire pour que ça soit aussi du cinéma, que ça appartienne à un genre. Ça a été une sorte de béquille, et de se dire qu'il faut que ça appartienne à un genre. Il faut que ça soit du mélodrame. Voilà. Comme ça, je suis sûr que je suis dans le cinéma, que je ne suis pas en train de faire de cette autofiction quelque chose qui tourne un peu sur elle-même. Donc la question a été de se dire quel genre, le mélodrame, voilà, une sorte de mélodrame populaire. Kramer contre Kramer est vite devenu comme une sorte de film référence sur le fait que ça pouvait exister ce genre-là, les films de surf, mais aussi, alors je ne prétends pas du tout en être, hein, c'est-à-dire que je dis juste que ça m'a guidé dans le système de pensée dans lequel le film s'est inscrit pour moi en tant qu'objet de cinéma. Et il y avait donc The Kid de Chaplin, qui était un film important aussi, de se raconter quelqu'un comme ça qui crée un lien très fort avec un enfant. Et puis finalement, le film qui hante le plus celui-là, à mon sens, parce que c'est celui qui m'a donné sûrement envie de faire du cinéma, c'est E.T. Voilà, c'est un film que j'ai vu à l'époque où j'ai vécu cette histoire-là, qui m'a complètement traumatisé. J'en ai fait même des cauchemars, mais j'ai été effondré à la vision de ce film, épaule contre épaule avec ma mère dans la salle de cinéma à Quimper. Et je sais que j'ai toujours tout de suite, par contre, dès mes premières essais d'écriture, associé ce film à E.T. parce qu'au fond, ça raconte une histoire d'un enfant placé, E.T. Qui va créer un lien surmaternel, là je fais dans le film, et surnaturel avec un des membres de la famille,
et qu'on sait tous qu'il doit repartir dans la sienne, et quand bien même on fait tout pour, mais ça reste à la fin déchirant que ça arrive. Et voilà, donc, et puis j'ai grandi dans un lotissement, enfin bon, c'était super, c'était comme dans les familles américaines, etc. Voilà. Vous voulez intervenir? Et après, pour incarner cette histoire, il fallait des acteurs. Et donc, tu peux nous les présenter. Vous pouvez nous dire un mot un peu sur vos personnages et comment vous avez travaillé? Alors, bah oui, je vais dire, en tout cas, ceux qui sont en présence, hein, que ce soit, on va parler des enfants, des enfants petites, évidemment, que ce soit Gabriel ou Basile, ils ont été repérés, c'est pas eux qui ont demandé, ils n'ont rien demandé, ni eux ni leurs parents d'ailleurs, hein, je m'en excuse encore aujourd'hui. Ils n'ont rien demandé à tout ça, sauf qu'ils ont été repérés par des gens dont c'est le travail, de se dire tiens, par rapport à ce qu'on cherche, leur énergie, ce qu'ils dégageaient, etc. Et je suis très heureux à ces personnes qui les ont repérés, de les avoir fait venir en côté, des parents d'avoir accepté qu'il est dans ce casting-là, que ce soit pour Basile qui lui vient d'un. Il y a une première phase, il y a le casting pour enfants, c'est fait en 2 temps parce qu'il y a le confinement qui est venu un tout petit peu perturbé, à la fois qui m'a aidé à prendre du recul sur la manière dont il fallait mener ce casting-là, mais Basile a résisté à la première vague de son énergie, de ce qu'il avait, sa personnalité, ce qu'il dégageait, etc. m'a énormément plu. Il a été tout de suite très très vivant, en casting très drôle, très. Voilà, il y avait son univers et et Gabriel, je l'ai vu après. J'ai été très présent sur la première phase de casting pour enfants parce que je l'avais jamais fait, j'avais jamais travaillé. Je travaillais avec Christelle Barras, donc une des particularités, c'est d'avoir beaucoup travaillé avec les enfants et elle avait une manière de leur parler, une manière de les inclure dans le projet, de leur faire comprendre la scène qu'on était en train de faire. Moi, j'ai appris beaucoup en regardant Christelle faire. L'endroit un peu délicat où ça m'a mis, c'est que comme j'étais là, que j'ai tout filmé, j'avais envie de dire oui à tous les enfants que je rencontrais. Le système d'empathie était un peu trop enclenché. Et pour la deuxième phase de casting, c'est pour ça que je dis ça, parce que c'est là que j'ai vu Gabriel, j'ai reçu des vidéos sur le premier tour. Et dans une des vidéos, il y a eu Gabriel. Et l'intensité de son regard, son écoute, sa manière qu'il avait de dire juste, quand la personne qui venait à la réplique lui disait faut que tu arrêtes de m'appeler maman, et qu'à chaque fois il disait bah pourquoi? Avec cette telle vérité, voilà, il avait le refaisait tout le temps. Et il avait cette justesse-là tout de suite. Et après, il a fallu faire tout ce travail. Félix est en train de lui inclure des blagues. Vous allez voir ce qu'il va faire après. C'est ce qu'il a fait pendant tout le tournage. Ils ont une complicité qui a été super et qui a été très éventuelle. Qu'est-ce que tu voulais dire du coup? Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est vrai que je suis le nouveau de Niro. Il y en a 2, Niro, il n'y en avait pas 3. Enfin, j'ai arrêté de parler, je vais leur laisser parler, mais je voulais vous quand même, vous voilà. Maintenant, moi, je vais les laisser parler, mais je vais raconter tout ça bien quand même. Alors moi je vais pas m'étaler comme Fabien, par respect pour vous et votre vendredi soir. Non, effectivement, en fait il n'y a pas de question. Non, il n'y a pas de question. Enfin, si, la manière dont Fabien vous a dirigé, t'a dirigé, a travaillé avec vous, est-ce qu'il y a eu une part d'improvisation? Comment? En fait, moi j'avais été très séduit en fait au scénario sur le fait que il n'y avait pas d'antagonisme clair, c'est-à-dire c'est une situation a priori conflictuelle où il est très difficile en tant que lecteur, donc à l'époque, et comme spectateur, de prendre un parti. C'est-à-dire que au début, on a envie en fait, le seul parti à prendre, c'est le bien-être du petit. Pardon, Monsieur Niro, pardon. Et donc j'avais été très séduit par cette absence d'antagonisme et cette suspension du jugement. Le fait que tout le monde ait ses raisons. Et je trouve que c'est ça qui se dégage le plus dans le film, quoi, en fait. Vraiment, c'est que chaque personnage fait comme il peut à l'intérieur de ses limites, et c'est ça qui m'a plu, et c'est ça qui est vraiment retranscrit dans le film de Fabien, je trouve. Voilà. Oui, moi aussi. Vous avez des réactions? Vous voulez intervenir? N'hésitez pas à lever la main ou passer le micro. Ne posez pas de questions à Fabien parce qu'on en a pour longtemps. Moi je me demandais combien de prises pour la danse sur
Kita Mitsuko. Moi, je ne m'en souviens plus du tout. D'abord, on a fait plusieurs plans, mais je ne crois pas qu'on en ait fait beaucoup. Hein. Non, je pense qu'on a dû en faire, je sais pas, 3, 4, 5, je sais pas, quelque chose comme ça. Hein. On ne se souvient plus. La danse d'Erita, c'est celui qu'on a... Moi, avant de commencer à travailler sur le film, on ne s'était pas jamais rencontré avec Mélanie. Et la première rencontre qu'on a eue, c'était dans une salle de danse en legging pour travailler cette danse. Donc forcément, tout de suite, ça crée des liens, quoi. Pardon? Mélanie n'est pas là, sinon on aurait fait des grands plaisirs. Je peux pas la faire sans elle. Ouais, il se dédouane. Alors, je dois ajouter cette anecdote que Julien Hierge, le chef préparateur FIAG, grâce à qui cette scène, quand même, voilà, on a pu la tourner plusieurs fois dans toute sa longueur par rapport à ce système caméra. Il la connaît, lui, il pourrait vous la faire parce qu'il a fait son mariage avec. Et sa femme est là dans la salle. C'est trop ancien, déjà trop ancien. Mais oui, effectivement. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas tourné, on n'a pas fait beaucoup de prises, on a fait 3 ou 4 prises, sans me souvenir. Mais par contre, dans la totalité, en plan séquence, donc c'est-à-dire du début qui commence au billard jusqu'à la fin de la danse. Voilà. Et c'est aussi une des parties qui... Cette chorégraphie a fait partie de... Comme c'était la première fois que je travaillais avec Fabien, c'était une des parties qui nous a permis de définir plein de choses qui nous ont servi à trouver la méthode de travail pour à peu près la totalité du film, que ce soit avec les enfants, avec les adultes, avec le point de vue d'être immergé au milieu de cette famille. Tout ça est beaucoup aussi lié à cette chorégraphie, pas que mon mariage. Vous voulez poser une question? Gabriel, il m'a dit que vous avez acheté le décor au début. Il y a un bout de décor. Vous avez acheté le décor? J'ai acheté le décor. Non, au début, il m'a dit qu'il y avait un décor qui a été acheté. Sans plus. Je t'ai jamais dit ça. T'étais là, tu m'as dit. Tu m'as dit que t'étais là, tu m'as dit au début, vous avez acheté un truc. Ça va s'embrouiller en 5 ans. Une boîte de Playmobil peut-être. Non, mais est-ce qu'on peut lui dire pour habiller tous les décors, on achète beaucoup de choses, par exemple. Et parfois, ils sont un peu vides. La maison, par exemple, du film, on l'a complètement vidée. Et c'est Julia Lemaire, la chef décoratrice, qui a décidé, avec qui on a beaucoup discuté de l'univers du film, et a complètement réhabillé la maison. Donc, en fait, à chaque décor que tu vois dans le film, ont été un peu repensés pour le film. Voilà. Donc, on a acheté des choses, effectivement. Des tapis, des tables, des trucs comme ça. Des êtres humains, on fait dans la traite d'êtres humains. Vous voulez poser une question? Mais quand vous étiez devant les grandes montagnes, est-ce que c'était un décor ou c'était pas des vrais? C'était du studio. On a reconstitué les Alpes. Ouais, c'était pas les écoles, c'était du vrai. Combien de temps vous avez tourné en tout, là, du début jusqu'à la fin? C'est 9 semaines de tournage. Ah ouais, c'est pas 9 semaines de tournage. Merci beaucoup déjà pour le film, très stylé. J'avais quand même juste une remarque qui peut après déboucher sur une question, mais vous montrez une certaine réalité des familles d'accueil quand même et des endroits où sont accueillis des enfants, notamment cette ferme pédagogique. Enfin, moi je suis pas mal le travail de Lies Loufoque, qui est quand même quelqu'un qui connaît très bien quand même les familles d'accueil et tout. Et vous avez choisi de montrer totalement un autre aspect de ça. Vous avez expliqué au début que ça venait de votre envie de montrer ce débordement d'amour et pas ce manque d'amour, mais voilà, enfin, c'est quand même un vrai parti pris. Et je me suis fait la remarque notamment quand on arrive dans la ferme, où je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est pas le même milieu, quoi. Voilà. Que la ferme n'est pas le même milieu que ce qu'on voit habituellement, c'est Que ça? ce qu'on voit, voilà, Même c'est ça. Et la famille d'accueil en elle-même. Voilà, c'est ça. Il y a quand même une réalité des familles d'accueil et des foyers pour jeunes. Alors, en fait, je pense que, j'aurais souhaité que, par exemple, Lies Loufoque dont vous parlez soit là ce soir. Je ne sais pas s'il est là parce que vous devez peut-être venir. Justement, typiquement sur cette question-là, il y a deux choses qui sont à l'intérieur. Donc, effectivement, ça montre une réalité
je ne sais pas si ça montre la réalité, ça c'est sûr. Dans le sens où, d'après ce que j'ai entendu, recueilli, etc., comme genre d'histoire, c'est qu'il y a effectivement plus de 40 000 familles d'accueil en France, soit plus de presque 80 000 enfants placés. Je pense qu'il y a presque autant d'histoires que de nombres que je viens de dire. Et à l'intérieur de ces histoires-là, il y a des histoires qui sont peut-être plus idéales, plus positives, plus comme on aimerait en rencontrer plus souvent, comme dans le film. Ça, c'est vrai. Et je ne peux pas prétendre, moi, à faire valeur pour toutes ces histoires-là. Ce que j'ai mis aussi à l'intérieur c'est effectivement mon sentiment d'enfant, qui évidemment trahit aussi une connaissance de la réalité. Hein. Quand on est enfant, on n'a pas toutes les clés en main. Mais ceci étant, je voulais avoir une réalité de mon sentiment d'enfant. Je suis allé chercher dans le réel, comme je disais, des histoires qui pouvaient me permettre de le faire. Dans le film, l'histoire de la ferme, par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai rencontré et connu, c'est presque une des scènes originales du film, cette histoire, cet endroit-là. L'Arche de Noé, comme ils le disent, je suis marqué par ça parce que c'est comme ça que les gens appelaient cet endroit-là. Il s'avère que moi, enfant, en plus, j'étais très croyant. C'est moi qui ai demandé à faire de la communion, tout ça, j'avais Jésus comme ami imaginaire, enfin tout ce que j'ai mis sur le petit personnage de Simon, finalement c'était moi enfant qui ai mis ça. Sauf que ça m'a permis d'utiliser cette question-là de la religion, que les assistantes familiales ont pour obligation d'assurer l'éducation religieuse d'un enfant, quand bien même c'est pas la leur. Ça c'était un endroit parfait, une espèce de carrefour un peu fou de cet endroit où on fait extrêmement bien son travail, et c'est parce qu'elle fait extrêmement bien son travail qu'elle se retrouve dans ces situations si singulières avec ce petit hors un homme de leur cellule familiale. Je dis ça parce que l'histoire de l'Arche de Noé, toutes ces histoires de l'Ancien Testament que je mets dans le film, comme l'Arche de Noé, le jugement du roi Salomon avec le juge, etc., j'étais moi très hanté par ces histoires-là. Je dis ça aussi parce que, évidemment, le film essaie de témoigner de quelque chose que j'ai rencontré, mais aussi en présente une forme d'irréalité à l'intérieur de laquelle j'espère qu'il y a une vérité. C'est une sorte de rêve. Aussi, ça appartient au passé, ça commence dans un paradis artificiel, c'est un rêve sous cloche, tout ça. Ils vivent dans un endroit assez préservé. Et à un moment donné, le rêve, il a deux prix à payer, que le réel vienne un peu s'y inscrire. Et donc ça, c'est plutôt le personnage dédié. Puis que le rêve prend fin aussi. Voilà, c'est pour ça que je tenais à dire tout ça. Et donc Félix avait raison, à partir du moment où je prends le micro, vous en avez pour 3 heures. Je suis désolé. Mais voilà, il y a à la fois une envie de témoigner de quelque chose, mais de pas du tout prétendre à ce que ça représente ce que c'est totalement. Il y a plein de choses que j'y mets autres aussi. Il y avait une question. Oui, bonsoir. D'abord, merci pour ce film hyper émouvant. Je crois qu'à un moment, la scène, j'ai pas besoin de dire laquelle, j'ai entendu toute la salle renifler, moi compris. C'est assez super d'arriver à vivre ça en commun. On partage encore quelque chose à aussi nombreux. Et d'avoir mis la fratrie vraiment en avant, parce que c'est pas qu'une histoire de mère qui se voit arracher l'enfant dont elle s'occupait, de père qui sait pas s'il va assumer son rôle de père. Je comprends que c'est votre ressenti de votre histoire personnelle, mais d'avoir vraiment mis l'impact sur les enfants autour, ça c'est formidable. Ma question c'était sur justement cette façon de tourner à hauteur d'enfant. Il y a plein de moments où la caméra se baisse, je sais pas trop comment vous avez fait pour la mettre à 50 cm à 1 mètre du sol, voilà pour... Donc, qu'est-ce que ça implique en termes de tournée? Et pour les acteurs, les adultes qui sont en face et qui n'ont pas forcément l'habitude de voir la caméra à cette hauteur-là. Et un peu dans la même veine, quand ils sont tous en train de faire semblant de regarder la photo où le petit bébé, il dit non, on va vous tomber ou quoi? Ils regardent quoi à ce moment-là? Je te rappelle la scène où vous regardez la photo. Qu'est-ce que vous regardiez? Le bébé. Sauf que la caméra, effectivement, enfin, Julien, peut-être je te laisse répondre sur l'histoire du grand angle et de la manière. La photo là, quoi. Oui, c'est ça. Je devais avoir la photo juste au-dessus de la caméra, donc juste à cette hauteur-là à peu près, et moi étant comme ça. C'était comme ça. Et sinon. C'était un des enjeux justement dont m'avait parlé Fabien, c'était d'être à hauteur des enfants, beaucoup. Et pour ça, on a utilisé un système qui m'a permis ça justement, c'est-à-dire une caméra assez mobile et fluide que je tenais, mais qui n'est pas solidaire complètement de moi, qui est suspendue à une sorte de harnais qui me permet de la mettre très basse.
et qui permet aussi aux enfants assez rapidement de ne plus trop savoir si c'est la caméra qui les regarde, ou moi, ou peut-être les gens qui sont autour. Et je pense que ça a fait beaucoup ça sur le fait qu'au bout de 2 ou 3 jours de tournage, ils m'ont complètement oublié. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout eu à leur dire ne regardez pas la caméra, tu as regardé la caméra, etc. Très très vite, c'est devenu complètement obsolète et c'était, je pense, ce dispositif-là qui a permis ça, et aussi le fait que Fabien était énormément sur les enfants. Sur toutes les séquences, il était énormément à les diriger, à les inspirer, à les motiver, etc. Au point où une chose que j'étais pas du tout sûr qu'elle soit possible, justement, c'est-à-dire qu'en étant si proche d'eux, parce que là je suis à peu près à 40 cm d'eux, à peu près entre 40 cm et 60 cm d'eux, tout le temps. Donc, et puis moi, grand, avec tout un barda autour. Et c'est vrai que j'avais un peu des doutes sur le fait que je puisse me faire oublier, et pourtant ça a été le cas. Et je pense que le travail de Fabien sur le plateau, en tant que metteur en scène, a énormément permis ça. Voilà. Si je me permets, je vais juste rajouter quelque chose. C'est vrai que Fabien a eu une façon de travailler avec les enfants où moi, très régulièrement, je me disais, non, il ne lâche rien, il ne laisse rien passer, il n'abandonne rien. Il ne se suffit. Tant qu'il n'a pas ce qu'il veut, il lâche rien. Donc ça, c'est le moment où je me suis dit. Et puis là, vous avez l'autre personne qui a rendu aussi ça possible, à savoir Aurélie Barra, qui est là, et qui a été ce qu'on appelait la coach enfant, et qui a passé beaucoup de temps avec les 3 gamins, à d'abord s'assurer que leur texte était bien su, à leur expliquer, leur contextualiser les séquences, à leur expliquer la situation, ce qui allait se passer dans la séquence. Les enfants n'ont pas été exploités. Ils savaient absolument à chaque fois ce qui se jouait, quelles étaient les situations. C'était pas du tout. Fabien ne les exploitait pas. Voilà, donc c'est vraiment sur le travail sur les enfants, c'est vraiment ces 2 personnes-là qui n'ont absolument rien lâché. Voilà. Bravo à toute l'équipe pour ce film très subtil et très délicat. Et en fait, j'avais une question par rapport justement au travail avec les enfants. Donc merci, vous avez partiellement répondu. Mais je voulais savoir si, en amont du tournage et en amont des répétitions éventuellement, est-ce qu'il y avait eu des moments, un temps en fait privilégié pour gagner la confiance des enfants ou pour contribuer à construire le lien qu'on voit à l'écran? On a passé un peu de temps avec eux quand même. Oui, on a fait quelques séances de travail ensemble, justement, à beaucoup réfléchir aussi, justement, comment on les imprègne de l'histoire qu'on était à raconter. C'était un peu ça l'obsession du film, que les enfants, à leur échelle, puissent comprendre toujours ce qu'on était en train de raconter. Mais ce qui s'est passé, ce qui a été très, à mon sens, aussi précieux, c'est qu'avant que le tournage commence, on a passé une semaine avant, tous ensemble, dans le camp de vacances là, que vous voyez au début, pour que Lies, Mélanie, Pascal, Karima qui jouent les oncles et les tantes, et que les enfants passent du temps ensemble, jouent au ping-pong, ils vont à la ferme au Crocodile, qui est cet endroit-là. À un moment donné, Lies montre une photo à Gabriel, il dit, si tu te rappelles, si tu veux garder un souvenir en mémoire heureux, bah, il fallait qu'on crée, nous, ce souvenir-là, pour que quand il lui parle, au moins, puis c'était une manière de se raconter, on s'amuse à flirter entre le réel et la fiction, c'est ça un peu le jeu qu'on a mis ensemble. De temps en temps, on va s'appuyer un peu sur du réel pour faire semblant de faire du faux avec du vrai. Enfin voilà, essayer de trouver cette frontière-là avec eux. Et donc ce temps-là qu'on a passé avant que le tournage commence a été à mon sens très précieux. Et puis c'était l'idée que pour les enfants, et un peu le tournage est un peu toujours construit comme ça, qu'on n'ait pas la sensation qu'on commence. Que ça glisse plutôt, ça arrive. Et donc un jour on a rajouté, enfin c'était un peu l'idée, elle est théorique comme ça, mais c'est un peu ça la sensation qu'on a cherché, c'est qu'un jour on met juste une caméra en plus par rapport à ce qu'on était en train de faire. Quoi. Et c'est ce que raconte Julien en disant, bah, lui il était là avec sa caméra, mais les enfants, ils ont continué finalement à faire ce qu'on avait commencé comme ça, à un flux. Et effectivement, c'est ce que Lies a absolument raison sur l'importance de Noël dans le travail, c'est que c'était de tenir j'ai envie de dire comme ça, avec le mood, l'ambiance tout le temps pour les enfants, de ce qu'on était en train de faire. Les garder dans l'état dans lequel on avait besoin.
C'est-à-dire, quand il fallait que ce soit précieux, calme, doux, et qu'il fallait être attentif, de la manière dont elle était avec tout ça, c'était toujours mettre autour de l'ambiance dont on avait besoin pour la scène. C'est ça aussi qui s'est passé. Non. Tu voulais poser une question? Est-ce que vous avez fait des voyages pour ce film? Des voyages intérieurs. Ah oui, moi, j'ai l'impression, on est allé, tu vois, le tout début, c'est tourné en Bretagne, à Dole de Bretagne, en vacances. Le film est aidé par la Bretagne, la Normandie. On a été tourné à la montagne. Donc il a fallu, en plus, moi je suis allé plusieurs fois pour trouver les décors, c'est super, je faisais exprès pour les trouver pour pouvoir y retourner. Donc oui, moi j'ai l'impression qu'on a un petit peu léger. C'est où la station en montagne? À Taninges. Ah oui, il faut s'arrêter à Cluse et puis. Et les deux papas, vous êtes papa dans la vie, hein? Ouais. Les deux. Mon pauvre fils, vous imaginez? Je l'ai abandonné, moi, pour me glisser vraiment dans le groupe. C'est pas vrai. Hein. J'étais pas papa. Il n'était pas papa à l'époque. De son âge. Ah, il a réajusté le tir depuis. Avec la chef décoratrice du film. Qui m'accompagne. Moi, je la connais, elle était sur le projet avant lui, hein, je dois dire. C'est comme ça que ça marche. Hein. Et Yes, oui, il est papa, un petit garçon qui est dans la salle ce soir, hein, notamment. Très familial comme ça. Bonsoir, merci pour ce moment qu'on a partagé ensemble, qui était très émouvant. On a parlé d'un débordement d'amour, mais moi ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a des moments de solitude que j'ai trouvé hyper violents. Je pense à la famille d'accueil quand on leur explique la situation, ou bien quand on leur dit qu'il n'aurait pas fallu que Simon appelle maman Mélanie, ou bien quand finalement on essaie de trouver une alternative et Simon se retrouve face à une situation où c'est à lui de trouver la façon de l'appeler. Et j'ai trouvé, je trouvais qu'il y avait une émotion très très forte dans cette situation-là, en termes de manque d'accompagnement. Est-ce que c'est quelque chose qui... comment c'est venu? Est-ce que c'est effectivement quelque chose qui vient de votre souvenir, ou c'est issu d'autres témoignages, du travail que vous avez fait sur le film? Bah, oui, c'est surtout... c'est pas tant mon souvenir, parce que le rapport à l'institution, mon souvenir, moi j'en ai absolument aucun. J'en ai absolument aucun, c'est en rencontrant les gens, en faisant ce travail. Moi, j'ai pas. À partir du moment où ils arrivent dans le film et qu'ils essayent de mettre des cadres sur des choses qui sont incadrables, de toute façon, ils nous font violence. C'est un peu ça, je suis parti sur ce principe-là. J'ai pas voulu charger la mule, comme on dit, juste que quand ils arrivent, à chaque fois, justement, la scène où elle dit il faut qu'il arrête de vous appeler maman parce que. Elle pense que là, elle répond à quelque chose, une demande du père, que c'est peut-être ça qu'il faut faire, et qu'en face, il y a une famille, ça a l'air d'aller, donc ils vont comprendre, etc. Puis en même temps, il y a son téléphone qui n'a pas passé dans sa poche, parce qu'il y a 1000 autres cas à gérer pour une situation, le pire, peut-être, et que là, ça a l'air de rouler. Moi, c'est ça que j'ai ressenti, surtout. C'est que les gens de l'institution, ils ont une affaire à régler, il y en a 1000 autres en même temps à gérer, on a l'impression que là, ça va, etc. Enfin, j'espère que le film montre, enfin, effectivement, c'est violent. Et c'est pas eux qui sont violents, c'est juste ces violences que ça arrive. Dans cette frontière-là, je sens, au fur et à mesure de montrer le film, qu'elle est floue. Mais c'était plutôt ça l'idée. C'était que de toute façon, ça nous fait violence. Voilà. Et les moments de solitude, c'est vrai que celui de Gabriel, notamment sur l'histoire de la photo, c'était aussi, c'est le cœur, à mon avis, de ce que le film est à l'échelle du personnage de Simon. Il est dans un conflit de loyauté en permanence. Et c'était l'endroit où il fallait que ce soit le plus important sur cette histoire de la photo. Est-ce que tu veux vraiment qu'on enlève la photo? Je crois que tu voulais qu'on enlève. Voilà. Et que lui, il ne sait pas s'il doit faire plaisir à son père, à Anna, à ce moment-là. Donc demander à un enfant de dire ce qu'il pense, c'est justement le mettre à l'endroit pile où il ne peut plus le dire. Quoi. Mais quand vous êtes dans la voiture, Anna, vous conduisez vraiment ou la voiture ne bouge pas? Oh non, c'est une voiture tirée. C'est une voiture tirée par une autre voiture. Ils ne conduisent pas en fait.
La voiture elle est sur un plateau. C'est une voiture qui est sur un plateau, la voiture a été posée sur... Je ne sais pas si... C'est la scène du tunnel. Ah oui, c'est la scène du tunnel, oui. La scène du tunnel, la voiture est posée sur ce qu'on appelle une voiture traduite. Donc c'est une voiture avec un long plateau sur lequel on fait monter une voiture, sur lequel on peut aussi installer Julien, la lumière et tout ça, et on a l'impression que la voiture roule alors que le comédien et la comédienne n'ont absolument pas besoin de conduire. Mais ça, tu poses ces questions quand on est à la maison. Vous avez des questions? Quel âge, Gabriel, tu as? Quel âge? 7 ans. Oh, il a perdu 7 ans. Ah, 6 ans. Le film. Oui, voilà, dans le film. Dans le film, je crois que j'avais 9 ans. Mais moi, j'ai 10 ans. Moi, j'ai 31. Et t'avais le temps de répondre à la question de madame tout à l'heure, combien de fois on avait fait la prise avec la danse, on l'a fait 5 fois. Oui, en fait, je voulais d'abord dire que j'avais été très rassurée et très en phase avec les propos de Félix tout à l'heure. Parce que quand j'ai commencé à regarder le film, je dois dire que ma première image a été de me dire ça va amener à porter un jugement sur des professionnels, sur la protection de l'enfance, sur l'aide sociale à l'enfance, etc., etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire mais pourquoi il les laisse s'embarquer dans une telle histoire d'amour, dans un tel débordement d'amour, sans qu'il y ait à un moment donné les professionnels qui ont le recul pour le faire. Et du coup, effectivement, c'est bien de rappeler que c'est du cinéma et que c'est une histoire de trop d'amour. Maintenant, j'ai une question un peu plus personnelle à vous poser. Si vous acceptez de me répondre, pourquoi pas. Je voulais juste savoir si vous aviez gardé des liens avec votre famille d'accueil. Et si, en tout cas, si ce n'est pas le cas, s'il y a des amants. Alors moi, je suis la famille d'accueil. Pardon. Je suis l'aîné. Non, mais je ne l'ai pas forcément plus. Et alors, est-ce que vous avez du coup... Je suis l'aîné dans le schéma dans lequel c'était. Ma position, c'est plutôt celle de l'aîné. Et nous, on n'a pas revu le petit garçon. J'ai, moi, cherché à retrouver... je l'ai beaucoup dit, donc j'ai aucun problème à raconter tout ça, évidemment. Enfin, il a fallu que je fasse ce film si je voulais pas, maintenant que j'ai fait. Donc je n'ai pas retrouvé sa trace, j'ai cherché un petit peu et puis j'ai vite abandonné l'idée, je me suis dit avec les réseaux sociaux, ça ne s'est pas présenté à moi. Maintenant, je sais une chose, c'est que d'une, j'ai pas envie de lui imposer de nous revoir, donc je ne vais pas aller dans ce sens-là. Ceci étant, il y a un mot pour lui en général à la fin, etc. Ce que je sens qui est juste maintenant, c'est que j'espère que si le film lui arrive, qu'il sache que c'était important. C'est pas juste quelqu'un qui est passé dans nos vies qu'on a oublié. Voilà. C'est au moins si le film sert à ça, ça sera déjà pas mal. Vous aviez d'autres questions? On a une devant. Je crois qu'il y a une petite question là. Pourquoi avoir mis le titre La vraie famille? Alors, le titre, c'est une sorte d'affirmation un petit peu ironique. Qu'est-ce que c'est que la vraie famille? En fait, je pense qu'en fait, en vrai, il y a un point d'interrogation invisible. Voilà. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de dire quand on me pose cette question, je trouve vraiment, voilà, au cœur de la problématique du film, c'est qu'entre ce que la vraie famille est au début et ce qu'elle est à la fin, il s'est passé quelque chose, une mutation. Et qu'à mon sens, la vraie famille n'arrête pas de changer. C'est pas du tout quelque chose qui est figé dans le marbre, qui s'arrête. C'est pas une chose, la vraie famille, ça n'arrête pas de changer. C'est plutôt ça que j'avais envie de raconter en affirmant ce titre-là. Il est venu un tout petit peu en provocation du titre de mon film d'avant qui s'appelait Diana les épaules, que personne ne savait du tout de quoi ça parlait. Donc là, tu avais un autre titre, mais personne n'allait voir le film pour autant. Donc je me suis dit là, je vais mettre un coup de tampon là. Et c'est un coup de tampon, mais n'empêche que je trouve, voilà, c'est une ironie un tout petit peu, pour dire que la vraie famille, en fait, elle n'a pas c'est pas une chose. Entre ce que la famille est au début et ce qu'elle va être à la fin, elle va être différente. Et moi, je pense que ce que ma famille était quand j'étais enfant et ce qu'elle est aujourd'hui, totalement différente. Et la vraie famille n'arrête pas de changer.
peut-être laisser les gens tranquilles dans le temps. Ouais. Je suis ému, alors j'arrive pas à enchaîner un peu les questions, donc pardon. Mais on peut peut-être prolonger cette soirée en prenant un verre à côté, tous ensemble, parce que voilà, on peut terminer aussi en disant que, en applaudissant toute l'équipe, en disant que le film sort mercredi, donc mercredi 16. Je voudrais remercier Xavier Vital, je ne sais pas où il est. Voilà, vous avoir permis, il est dans le fond là-bas, merci. Il y a Gabriel qui veut terminer quand même de conclure la... Et Gabriel, ben voilà. Je pense bien avoir le César pour ma performance. Pleine d'humanité. Merci à vous.